Le vent froid du sud a vidé Buenos Aires d'une masse d'air humide et chaud. Il s'est mis à souffler, balayant les obstacles, hurlant, sifflant, secouant et claquant les vitres, soulevant dans l'air de vieux papiers et suscitant au carrefour de vrais sabbats d'invisibles sorcières. Ce vent pseudo-automnal m'emporte, moi aussi, et court et vole avec moi, toujours vers le passé. Il a le privilège d'évoquer en moi le passé, et je m'y plie parfois pendant des heures entières, assis quelque part sur un banc public. C'est là que, tout transi de bise, je m'efforce d'accéder à cette chose irréalisable et pourtant si désirée, aider Witold Gombrowicz à renouer avec des temps qui ne reviendront jamais. À recréer ainsi mon passé, j'ai consacré beaucoup de temps, établissant laborieusement ma chronologie, forçant ma mémoire jusqu'aux extrêmes limites. Je me cherchais, tel Proust, mais rien à faire. Le passé est sans fond. Proust ment. Non, il n'y a rien, absolument rien à faire. Mais ce vent du sud, en déclenchant en moi je ne sais quel malaise organique, provoque un état de désir presque amoureux, où, en proie à une quête désespérée, les lèvres tordues par l'effort, je cherche à faire revivre en moi, fût-ce un instant, mon existence ancienne. Lundi, moi. Mardi, moi. Mercredi, moi. Jeudi, moi. Vendredi. Moi, je viens de la campagne. Cela explique aussi mes goûts. Imaginez mon journal comme l'intrusion dans la culture européenne d'un paysan, d'un Polonais campagnard. Quand j'étais jeune, avec les intellectuels, pour les agacer, je jouais les campagnards. Et avec ma famille, pour l'agacer, je jouais les artistes, les bohèmes, les intellectuels. Je me promenais à travers la culture à la manière d'un propriétaire dans son verger, goûtant ici une poire, là une prune, et disant « Celle-ci est bonne, celle-là pointant ». Qu'est-ce qui fait ma force? Eh bien, que tout dans la vie est comme ci, comme ça, n'importe comment, inaccompli, flou, insuffisant. Que c'est là le vrai langage de la vie, et non celui poli, élaboré, forcé, gonflé, que vous utilisez. Je suis un peu un cachet d'aspirine qui décongestionne. Alors aspirine, oui, peut-être, mais noble. Un petit noble campagnard, auteur de Ferdi Durk, du mariage de la pornographie. Vous êtes un révolutionnaire, un démolisseur, un blasphémeur, et un avant-gardiste, mais un noble. Je souligne mon origine campagnarde parce que c'est là l'élément qui me paraît le plus caractéristique dans mon journal. Et c'est de là que part ma critique. Vendredi. Oh, quelle propriété géniale et fructueuse à la littérature. Cette liberté dans la construction des trames, exactement comme s'il s'agissait de choisir des sentiers, dans la forêt sans savoir où ils mènent, ni ce qui nous y attend. Il y a plus d'un an que je suis installé à Vence, à 20 km de Nice, sur les pentes des Alpes-Maritimes, un endroit chic qui abonde en résidences élégamment masquées de bouquets de palmiers, de murs de rosiers, de fourrés de mimosas. De ma fenêtre, je vois parfois sur la petite place plusieurs Rolls-Royce, dont les propriétaires achètent du lait ou des crevettes au marché, des Rolls-Royce et aussi des Jaguars. Pour le cas où quelqu'un souhaiterait savoir ce que je suis devenu pendant ce long silence de près d'une année,
j'ai passé 3 mois à Royaumont, près de Paris. Puis j'ai fui devant l'automne pour gagner d'abord la Messuguière, dans les environs de Cannes. J'ai logé dans la pièce où Gide habita autrefois. Et mon sentier suit enfin les traces des hommes que je connais bien depuis longtemps, comme si je les rejoignais physiquement, post-mortem. Et une voix intérieure me dit « Tu étais en exil ». Mais qui donc crée la féminité? L'homme, dites-vous? Bien sûr, l'homme donne son impulsion. Ensuite, ce sont elles qui s'y mettent, commencent à perfectionner, à qui mieux le système, et leur art de charmer et de séduire qui, comme tous les autres arts, continue à se développer de manière mécanique, devenant bientôt automatique et perdant tout sens des réalités et de la mesure. De nos jours, la femme est plus femme qu'elle ne devrait l'être. Elle est chargée d'une féminité qui la domine, produit d'une certaine convention sociale, résultat d'un certain jeu donné qui rattache d'une manière définie l'homme à la femme, jusqu'au moment où cette sorte de danse inlassable, à force de croître, finit par les tuer. De même que je m'efforce à libérer l'homme, il me faut tâcher de libérer la femme. En quoi cela consiste-t-il? Libérer l'homme du joug d'un certain style masculin qui, parmi les hommes, veut renforcer en eux l'élément mâle. Faire en sorte qu'il en vienne à sentir cette virilité comme un artifice et sa suggestion envers elle comme une faiblesse. Faire en sorte qu'il devienne plus libre envers l'homme qui est en lui. Pareillement, il me faut tirer la femme de la femme. Ici, comme dans tout ce que j'écris, mon but, l'un de mes buts, consiste à brouiller le jeu. Le problème capital peut s'énoncer ainsi. Plus c'est savant, plus c'est bête. Je me permettrai, à titre d'exemple, de citer la bêtise inhérente à notre système, de plus en plus sophistiqué de communication. Chacun reconnaîtra que ce système s'est magnifiquement développé ces derniers temps. La précision, la richesse, la profondeur du langage dans les énoncés, non seulement essentiels mais même secondaires, ou, frôlant le journalisme comme la critique littéraire, sont dignes de la plus haute approbation. Ainsi, l'excès de richesse fait que l'attention se lasse et cette précision croissante s'accompagne donc d'une distraction croissante. Résultat, au lieu d'une entente croissante, un croissant malentendu. Samedi. Aux personnes qu'intéresserait ma technique d'écrivain, je livre la recette suivante. Pénétrez dans la sphère du songe. Puis mettez-vous à rédiger la première histoire qui vous passe par la tête et écrivez-en une 20aine de pages. Relisez-la. Sur ces 20 pages, il y aura peut-être une scène, 2 ou 3 phrases, une métaphore qui vous paraîtront excitantes. Alors vous réécrirez le tout derechef, veillant à ce que ces éléments excitants deviennent votre trame. Écrivez cela sans tenir compte de la réalité, en tâchant de satisfaire aux seuls besoins de votre imagination. Au cours de cette seconde rédaction, votre imagination aura déjà amorcé, choisi une direction, et il vous arrivera de nouvelles associations qui définiront d'une manière plus précise le champ de votre activité. Rédigez alors une 20aine de pages de ce qui suit, en serrant de près la ligne de vos associations et en cherchant toujours l'élément excitant, créateur, générateur, mystérieux et révélateur. Puis, écrivez le tout une fois de plus. Avant même d'avoir eu le temps d'y penser, vous verrez arriver le moment où va naître sous votre plume une série de scènes clés, de métaphores,
de symboles et où vous disposerez du chiffre approprié. C'est alors que, mû par une logique interne, tout commencera à prendre corps et forme sous vos doigts. Scènes, personnages, idées, images exigeront d'être complétées, et ce que vous aurez déjà créé vous dictera le reste. Cependant, tout en vous soumettant ainsi passivement à votre ouvrage, en lui permettant de se créer de lui-même, il vous faut veiller, c'est là l'essentiel, à ne pas cesser fût-ce un instant de le dominer. Voici votre règle. J'ignore où va me mener mon ouvrage, mais où qu'il me mène, c'est moi qu'il doit exprimer et satisfaire. En fin de compte, de ce duel entre la logique interne de mon œuvre et ma personne, car on ne saurait dire si l'œuvre n'est qu'un prétexte pour m'exprimer, ou si au contraire c'est moi qui sers de prétexte à l'œuvre. De ce combat naît un être intermédiaire, hybride, qui tout en étant de moi, pourrait sembler ne pas être de ma plume. Quelque chose qui n'est ni forme pure, ni mon expression immédiate, mais une déformation née de la sphère de l'entre-deux, d'entre moi et la forme, d'entre moi et le lecteur, d'entre moi et le monde. Et cette créature étrange, ce bâtard, je le glisse dans une enveloppe et je l'expédie à mon éditeur. « 1er janvier 1967. Nous avons hier, Rita et moi, franchi le seuil de l'année 1967, à deux, sans champagne, en contemplant par la fenêtre le silence et le vide de notre belle place du Grand Jardin, les toits entassés du vieux Vence, avec la tour de la cathédrale et au fond les parois rocheuses des montagnes que la lune inondait d'une lumière mystique. Je sais depuis longtemps, depuis le début, j'étais en quelque sorte prévenu d'avance, que l'art ne peut, ne doit pas apporter de bénéfices personnels, que c'est une entreprise tragique. Mais l'injustice me paraît résider ailleurs. C'est que le travail artistique lui-même ne m'est pas procuré des plaisirs plus purs, auxquels tout artiste a droit. Si je tire de l'écriture une certaine satisfaction, c'est je ne sais comment un plaisir froid, crispé, et même non dénué d'aigreur. Combien de fois m'arrive-t-il d'écrire comme un élève qui fait son pensum à l'école? Plus souvent encore, je baigne dans la peur ou dans une incertitude angoissante. Il est vrai que je suis tombé quelquefois dans un état d'obsession totale où, des heures après avoir abandonné papier et crayon, mais incapable de m'en détacher, j'étais encore en proie à une excitation étrange, stérile, répétant des phrases, des tournures fraîchement écrites. Je me rappelle notamment une promenade à Buenos Aires, au bord du fleuve, où ma tête était pleine d'un bourdonnement névrotique, pas même composé de phrases, mais de mots isolés. Mais cela ressemblait plutôt à une sorte d'emballement, de galopade, à une crise de palpitation ou à un état fébrile. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec de la joie.